OK. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours. Merci, bonsoir. Allô, allô. J'ai corrigé tous vos devoirs. J'ai trouvé que vous aviez de très bonnes notes. Un premier devoir d'intro à cyberenquête. Puis aussi, j'ai trouvé que vous faites pas beaucoup de fautes de français. Donc ça, je voulais le souligner. Parce que des fois, j'ai des groupes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes. Donc, bravo pour ça aussi. Puis le deuxième devoir, ben, il est déposé depuis la semaine passée. Puis jeudi, on fera le tour de certains outils en ligne là, que vous puissiez être capable de faire le devoir. Donc, on commence avec le cours. OK. On va dire merci à GPT. Donc, la semaine passée, on a vu les acteurs de la cyberenquête. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, je reviens beaucoup je vais parler beaucoup d'infractions au code criminel, délits, pour démêler certains termes côté infraction. Puis, donc, c'est surtout ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est pas un très gros pas un gros PowerPoint. Donc, mon PowerPoint de la semaine prochaine est prêt, que si je vois qu'on peut en faire un petit peu, on avancera celle-là de la semaine prochaine. Donc, des enquêtes ou des investigations qu'on fait dans les entreprises, euh, je dis entreprise, ça peut être aussi dans un ministère, dans un organisme, peu importe. J'ai mis enquête en entreprise, enquête interne, administrative, j'ai fait une petite faute. Euh, Ça porte plusieurs termes, là, c'est selon votre organisation. Euh, Puis moi, dans mon cas, quand je fais une investigation numérique, c'est suite à un mandat que euh, les services juridiques ou l'équipe de légale qu'on appelle aussi, ressources humaines, la conformité, c'est eux autres qui vont me mandater pour faire une investigation numérique. Donc, je peux pas investiguer. Un gestionnaire pourrait m'appeler puis me dire ou m'envoyer un courriel, me dire est-ce que tu peux enquêter sur mon, euh, mon employé pour X raison. Donc, ben, je leur dis toujours, ben, allez voir, rencontrer les services juridiques ou plus les ressources humaines. Puis après ça, ben, eux autres me mandateront pour faire mon enquête. Donc, ça, c'est bien important. Puis ensuite de ça, ben, pourquoi que je peux être mandatée pour faire une investigation? Ben, des fois, ça peut être la surveillance, dans le sens de Tu euh, te baisses un tout petit peu? ça pourrait être surveillance dans le sens de euh, le gestionnaire de la personne trouve que les, les dossiers, le travail ne se fait pas ou ne se f- bref, la personne remet peut-être en retard certains dossiers, puis trouve que perd du temps. Donc, dans ce temps-là, ben, on peut regarder c'est quoi ses activités qu'il fait lors de son travail là, dans la journée. Puis, je peux regarder aussi ses réseaux sociaux. Est-ce que il met, euh, il fait des mises à jour sur son profil social, souvent, couramment dans la journée. Ça peut être une indication. Donc ça peut arriver. Je pourrais aussi vérifier les conversations courriels ou les conversations Teams. On a peut-être des cas d'harcèlement entre deux employés. Euh,
Donc ça je pourrais être mandatée pour regarder ça. Les réseaux sociaux, naturellement, je peux analyser le poste informatique. On suppose que l'employé vole des données ou donc je pourrais analyser son poste informatique. Puis c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est pas ces mandats-là d'investigation, c'est pas des. On contrevient pas au code criminel, mais on contrevient, par exemple, à la politique de l'entreprise, puis on contrevient aux bonnes pratiques ou on contrevient finalement à la politique de l'entreprise. Là, ce qu'on va regarder, quelques diapos, c'est plus des définitions pour savoir c'est quoi un délit, c'est quoi une infraction hybride, acte criminel, etc. Juste pour, c'est ça, pour que chacun puisse savoir c'est quoi ces termes-là. Parce que c'est sûr que ça peut arriver aussi en entreprise que l'investigation que je fais, finalement, que ce soit une investigation qui m'a été mandatée par les services juridiques, puis après ça, eux autres remettent le dossier ou le rapport d'investigation à la police. Donc, si quelqu'un est contrevenu, finalement, oui, à la politique interne, mais aussi peut-être, c'est peut-être un cas d'infraction au code criminel, on ne sait jamais. Donc, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé, que ce soit à l'université ou depuis 4-5 ans, ça a déjà arrivé. Donc, quand on parle d'un délit, un délit, ça englobe tout, un acte illicite, une infraction, un acte criminel. Si on regarde le dictionnaire Larousse, les délits sont des infractions punies de peines telles que emprisonnement, amende, jour amende, travail d'intérêt général, peine privative ou restrictive de droit, peine complémentaire. Entre dans la catégorie des délits des infractions intentionnelles comme le vol, les menaces, le chantage. Donc, quelqu'un pourrait faire des menaces à un employé, à un collègue. Donc, ça pourrait arriver si c'est des menaces qui sont à répétition et que finalement la personne est en danger. On peut remettre le rapport d'investigation à la police. Et des infractions dont les conséquences sont involontaires, blessures, négligence, etc. La peine de prison est de 10 ans ou plus. Parmi les peines complémentaires figure la confiscation d'un véhicule. Je ne vais pas tout lire, hein, mais bref, vous savez en gros c'est quoi un délit. Une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, donc c'est moins grave, donc des peines moins sévères. C'est une infraction dont le procès peut être effectué par voie sommaire, c'est-à-dire sans jury ou sans mise en accusation. Contrairement à une infraction hybride mixte, c'est sommaire ou criminel. Donc, il faut regarder s'il y a naturellement un facteur aggravant ou un antécédent judiciaire criminel. C'est une catégorie d'infractions criminelles dont les systèmes juridiques et le common law, par laquelle une poursuite judiciaire peut être intentée, soit par voie sommaire de déclaration de la culpabilité, soit par voie de mise en accusation. Un acte criminel, là, c'est plus grave, donc les peines sont plus graves. C'est naturellement basé sur le Code criminel canadien et on a une mise en accusation. C'est une infraction criminelle pour laquelle une poursuite ne peut être intentée que par voie de mise en accusation. Cette dernière s'effectue lorsqu'un acte d'accusation est déposé devant un tribunal lors d'une audition préalable, une enquête préalable ou qu'un grand jury a amassé suffisamment d'éléments de preuve pour conclure à la perpétration d'un acte criminel. On a deux types de lois. On a des lois criminelles et civiles.
Donc, selon l'excellent site Éducalois, je vous propose, si vous avez des questions sur le droit, Éducalois est excellent. Donc, on a des lois civiles, des lois criminelles. Donc, les lois civiles, ben, ils traitent entre autres des rapports entre les personnes. Beaucoup de ces lois sont liées aux préoccupations de la vie quotidienne, comme des relations familiales, la propriété, les contrats, les relations entre voisins. Naturellement, c'est le Code civil du Québec qui est la loi la plus importante. Les lois criminelles énumèrent et définissent les comportements qui sont considérés comme des crimes. Elles prévoient aussi les sanctions qui s'appliquent lorsqu'un crime est commis. Donc là, on parle du Code criminel canadien. Les infractions mineures, un délit de faible gravité, par exemple un vol, du recel, fraude par une valeur totale de moins de 5 000 la tenue ou la fréquentation d'une maison de jeu, l'inscription de paris, la tenue ou la fréquentation d'une maison de débauche, et ainsi de suite. Infraction pénale à la loi provinciale dont la contravention ne constitue pas une infraction criminelle, se traduit par la remise d'un constat ou d'un rapport d'infraction. Différence entre poursuite criminelle et poursuite civile. Donc, le droit criminel vise à réprimer un comportement répréhensible et assurer la sécurité des citoyens. Il cherche aussi à punir, à dissuader et à réhabiliter les criminels. Au civil, l'objectif est plutôt de dédommager le demandeur pour les dommages que lui est causé le défendeur. L'idée est de remettre le demandeur dans l'état où il était avant que le préjudice causé par le défendeur soit perpétré. Ici, c'est bien important de bien saisir quand on parle de quelqu'un qui fait le geste, okay, donc le geste de faire un crime, une action. On appelle ça l'actus reus en latin. Donc, c'est la partie physique d'un crime. Donc, quand il y a l'action, donc le geste de faire action, de faire un crime, ça, on appelle ça, c'est la partie physique d'un crime. Mais la partie mentale du crime, c'est l'intention de faire un crime ou le mens rea en latin. Donc, quand on a les deux, quelqu'un fait l'action, le geste, puis il y avait l'intention de le faire. Naturellement, on était capable de prouver que oui, il a fait l'action, mais il y a aussi l'intention de faire cette action-là. Donc là, on a les deux parties d'un crime, le physique et le mental, l'actus reus et le mens rea. Donc, si disons, je prends souvent le même exemple, deux personnes qui s'amusent proche d'un ravin, puis en s'amusant, il y a une personne qui pousse l'autre et la personne tombe dans le ravin, mais le ravin est peut-être 100 pieds, 200 pieds d'auteur, puis la personne meurt ou est extrêmement blessée. On a eu une action, on a eu le geste de pousser la personne, mais est-ce que l'intention, par exemple, était de le tuer? Donc, c'est peut-être ça, hein, mais je veux dire, c'est dans notre enquête, l'enquêteur faut qu'elle soit capable de prouver que la personne n'a pas juste fait le geste, mais avait l'intention de je vais pousser cette personne-là, puis elle va tomber, puis elle va mourir. Parce que le ravin est très, très, très haut en plus. Donc, c'est là qui est important hein, d'être capable de prouver le geste, mais l'intention aussi. L'intention, c'est la partie mentale du crime. Et contrairement au faire l'action ou le geste de faire un crime, c'est la partie physique d'un crime. Et on appelle ça l'actus reus et le mens rea. Donc là, c'est un bref survol. Là, on va tomber dans qu'est-ce qu'amènent les crimes informatiques. On a vu, on a parlé de cybercriminalité, de crimes traditionnels qui peuvent être faits maintenant avec l'aide d'un ordinateur, par exemple,
Un crime traditionnel, ça peut être la fraude, ça peut être du vol, du recel. On a besoin d'un ordinateur pour communiquer avec une personne pour faire ce crime-là. Puis on a des crimes qui sont innovateurs, des crimes informatiques qui n'existeraient pas sans les technologies, ou les ordinateurs ou Internet. Mais on a aussi des situations qui sont problématiques, qui contreviennent aux lois civiles. Donc, on appelle ça des contenus ou activités sur Internet qui ne sont pas criminalisés. Donc, sont, oui, problématiques, mais qui ne sont pas dans le code criminel. OK? Donc, par exemple, toute information qui pourrait mettre un individu à commettre, qui pourrait permettre à un individu à commettre un crime à divers degrés et pouvant entraîner de sérieux dommages ou risques à la sécurité et à la société. Ça, c'est un premier type. Donc, toute communication en ligne qui, intentionnellement ou pas, véhicule des informations permettant de rendre plus facile ou sécuritaire pour certains observateurs de soit commettre des crimes, des torts, des actes de guerre ou un suicide, ou soit d'éviter les sanctions rattachées à ces actes. Donc, on a deux types. Des informations servant à enseigner le crime. Pensez aux fameux forums de hackers, les forums où on met des recettes, peu importe le type de forum, on pourrait avoir une recette de bombe, comment faire une bombe à clous. Okay? Donc, c'est un exemple. Des informations qui pourraient nous servir à enseigner, donc, comment faire un crime, comment faire donc une recette de bombe. Des informations expliquant comment faire des attaques informatiques sur les forums de hackers, c'est que de ça. Comment faire un déni de service? Je vais aller voir sur un forum, puis je vais le savoir. Des techniques pour se suicider. Ça va même jusque-là sur certains forums ou des réseaux sociaux. Sources servant de renseignement pour le criminel. Beaucoup trop d'informations personnelles sont sur les réseaux sociaux. Imaginez, quelqu'un planifie un mois de vacances à l'étranger. La personne va présenter ça sur son profil, va dire, ben, la semaine prochaine, j'ai bien hâte, je m'en vais un mois à quelque part. Les enfants partent avec nous. Donc là, ça suppose que, oups, la maison est vide. Ça veut dire elle est vide de monde. Peut-être qu'un criminel qui tombe sur cette information-là, qui connaît la personne, sait où elle demeure, partir en vacances, il n'y a personne chez eux, ben, c'est peut-être un bon moment pour faire un cambriolage, un vol. Donc, on a des informations qui pourraient enseigner un crime, puis des informations qui pourraient nous renseigner. Donc, pour un criminel, là, ça pourrait nous renseigner. On pourrait même dire les rumeurs sur les réseaux sociaux, les propos révisionnistes et antisémites, les annonces de regroupement de manifestants, la pornographie adulte, mais ça, la pornographie n'est pas dans le code criminel, il y a la pornographie juvénile, mais donc les rumeurs, les annonces de regroupement de manifestants, par exemple, quelqu'un qui va dire ben, sur un forum ou un réseau, venez samedi, on va manifester contre la police. Donc, c'est des informations qu'on va mettre sur un site pour, par exemple, pour enseigner à enseigner le crime, par exemple, qui dirait on va manifester contre la police, puis amener des bâtons, amener ci, amener ça. Donc, ça pourrait être pris comme justement c'est problématique. Donc, c'est pas dans le code criminel, mais c'est problématique. Divers groupes de soutien au crime. Je parlais des sites web tantôt, pédophilie, pirates informatiques, des forums. Puis là, je mets dark web. Oui, beaucoup de forums de hackers sont dans le dark web, puis des forums de pédophiles. Mais on s'est surpris comment qu'il y en a en dehors du dark web.
Donc, on n'a pas besoin de notre application Réseautor pour accéder à ces types de forums-là. Usage de l'informatique ou du web en soutien à la désobéissance civile. Un groupe d'activistes, un groupe de hackers d'activistes de Montréal qui pourraient utiliser donc leur site web en soutien à la désobéissance civile. Anonymous Québec a appuyé les manifestants lors des manifestations de 2014, je me souviens bien, ou 2016, contre le gouvernement libéral. Donc, ça, c'est un exemple. Utilisation des réseaux sociaux et de l'auto-justice, humiliation en public, vol d'identité. Ça fait bizarre comme exemple, mais on utilise les réseaux sociaux ou l'auto-justice. Donc, l'auto-justice, c'est le fameux Robin et Bois. On fait de l'auto-justice. Donc, on fait la justice soi-même. Donc, par exemple, violence, prédation sexuelle, meurtre gratuit, fraude financière, c'est des exemples de l'auto-justice. Organisée, ouais, auto-justice organisée, par exemple, ce qu'on appelle le scam baiting, le croc-escroc est une forme de vigilantisme informatique où une personne se présente comme une victime potentielle, un escroc, afin que celui-ci perde son temps et ses ressources tout en accumulant des informations qui seront ensuite confiées aux autorités et également mettre en avant publiquement l'escroc. C'est spécial. La fameuse arnaque nigérienne. C'est une des plus vieilles arnaques qu'il n'y a pas sur Internet. On l'appelle la 419 parce que c'est le numéro de l'article du code au Niger pour la fraude. Puis, donc, c'est beaucoup des courriels là, d'hameçonnage. Puis on mettait entre autres l'urgence d'envoyer de l'argent, par exemple, à une personne. Je suis dans la misère, j'ai besoin de votre aide. Puis j'ai mis des liens là-dessus. Puis il y a eu beaucoup de reportages aussi à la télé. Ils ont démantelé beaucoup de réseaux au Nigeria, des réseaux de fraudeurs, d'arnaques nigériennes. Les usages criminels, ben, on le sait. On a vu les crimes conventionnels ou traditionnels. On a vu aussi les crimes techno, comme les délits de service. Puis là, j'ai mis un petit clin d'œil à Crime as a Service, donc la criminalité comme un service, qu'on vend nos services, par exemple, pour faire des délits de service. Puis ça, ben, c'est une capture d'écran d'un compte de réseau social. Là. Ça ressemble à, je sais pas moi, ça ressemble peut-être à Twitter. What should we take down? Qu'est-ce qu'on pourrait take down? C'est un déni. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en déni de service aujourd'hui? Donc, peut-être un groupe de cybercriminels là, qui annonce des services là, de mettre non disponible un serveur ou un service quelconque. Là. Donc, sur Internet, sur les forums, oui, dark web, mais aussi dans les autres forums, d'autres types de forums, on a beaucoup de groupes qui vont vendre leurs services pour des dénis de service. Ici, le chiffre de 2024, puis le dernier chiffre qu'on a au Centre antifraude du Canada. 31 mars 2024, on avait traité plus de 10 000 dossiers de fraude au Canada. 7 900 victimes de fraude avec des pertes financières liées aux fraudes de plus de 123 millions. Cette année, 31 mars 2025, on est plus que l'année passée, à pareille date, 12 815 rapports traités, 9 092 victimes de fraude et plus de 165 millions. Donc, ça augmente tout le temps. On va aller voir sur les... Ils sont ouverts. Ouais, on va aller ici.
on a ici le centre antifraude très intéressant. On nous donne un index là, des noms, liste alphabétique des fraudes, les fraudes par méthode utilisée, puis les fraudes ciblant les particuliers. Donc, fraude par moyen utilisé, c'est très intéressant parce qu'ils nous listent, par exemple, les fraudes qui peuvent être réalisées donc, par les fameux SMS, ça, les textos ou par courriel. Donc, on a différents, il n'y a pas juste de l'hameçonnage, là, maintenant, il y en a tellement on est capable de décortiquer ou de, c'est ça, de détailler les types de fraudes par courriel et texto. Donc, on voit ici hameçonnage, mais ça va aussi à l'investissement. L'investissement, c'est par exemple les cas de crypto-monnaie, les stratèges de placement à revenus fixes, des trucs comme ça. Tous des types de fraudes. Ici, fraude par Internet, la marchandise contrefaite, les prêts frauduleux, rançon logiciel, on le met dedans aussi. Fraude par la poste, extorsion, fausse facturation, par téléphone et télécopieur, fraude en personne. Donc, c'est très intéressant. Puis ici, on a touchant les particuliers, donc qui ciblent le citoyen, donc et non pas les entreprises. Les fameuses fraudes dans le temps des impôts de l'Agence du revenu. Euh, besoin besoin urgent d'argent. Ça, c'est très, très, très populaire. Extorsion, et ainsi de suite. Donc, très intéressant. Puis, on a ici, ben, c'est toute la liste au complet. Donc, très, très intéressant. Puis, le centre antifraude, l'année passée, j'avais eu une conférencière, deux conférencières. Euh, C'était les conférences de CyberEco à Montréal dans le mois d'avril, je pense, l'année passée. Puis, il y avait le centre antifraude et l'autre dame, elle venait d'un centre euh, je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est à Montréal, puis c'est un centre pour aider les victimes des fraudes. Euh, Puis, parce que, comme elle dit, les fraudes, bon, ça tue personne, c'est pas un acte de violence, mais tu as des personnes, suite à l'impact, pourraient se suicider ou faire c'est ça, donc avoir un gros impact sur lui à cause d'une fraude. Hein. On s'entend que se faire frauder, c'est pas le fun. Donc, ils ont créé un centre à Montréal pour les victimes des fraudes, qui leur donne du soutien, des formations, du training, puis, etc. Puis le centre antifraude, ben, nous présentait, donc, c'est qui ça, le centre antifraude à Ottawa? Donc, j'ai été très surprise de savoir que il y a juste une vingtaine de personnes qui travaillent là pour traiter peut-être, t'as vu, ouais, on est juste dans le mois dans le mois de avril-mai, puis on est déjà victime de fraude à 9000 personnes. Là. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être, on s'en va vers du 35-40 000 à peu près. Cas de victimes de fraude, puis ils sont juste une vingtaine de personnes qui travaillent au centre d'antifraude à Ottawa. Donc, c'est un manque, là. Puis, puis elle nous présentait aussi c'est quoi les tendances. Hein. C'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est la grosse menace. Puis aussi toutes les fraudes qu'on a par SMS, comme on voyait tantôt. Puis on parlait aussi beaucoup des fraudes de crypto-monnaie, puis des fraudes à l'investissement. Donc, c'était une bonne conférence.
Puis fraude sur Internet, ben ça, c'est une capture d'écran de Wikipédia. Donc, il nous en présente un petit peu moins qu'un centre antifraude, mais quand même aussi, on peut en apprendre naturellement. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Double dépense, détournement de clics. C'est sûr, des fois, en français, on se dit, c'est quoi ça? On va aller, disons, en anglais. Oups. Bon, les scams, Internet fraud, il y en a plus en anglais. Computer fraud, crime forum, cryptozoo, bon, etc. Web scamming. Donc, je vous ai mis les liens pour en apprendre un petit peu plus. Des exemples d'articles de loi, ça, bon, le code criminel, on va le voir, je pense que c'est dans le premier ou deuxième cours de pratique de cyberenquête. On va voir tous ces articles-là, les articles qui font référence à notre cours de cyberenquête, donc pornographie infantile, juvénile, méfaits à l'égard des données informatiques, utilisation non autorisée d'ordinateurs, possession d'un dispositif permettant l'utilisation non autorisée d'un ordinateur ou la commission d'un méfait, utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit, fraude à l'identité. Puis un petit peu aussi espionnage industriel. Donc, ça, on va le voir dans pratique de cyberenquête. Puis on va voir les articles du code. Puis vous aurez aussi un devoir à faire par rapport aux articles. Puis ici, c'est des approches, différentes approches oui, d'enquête par infraction. Donc, on va en voir un petit peu, puis dans le cours de pratique, on pourra toujours continuer sur le sujet. Donc, c'est pas des mises en situation, mais c'est un petit peu comment peut se dérouler une enquête selon une infraction reliée au code criminel. Donc, par exemple, quand on prend pornographie infantile, juvénile, souvent, comment ça va arriver, ces enquêtes-là, c'est soit on reçoit une plainte, puis on a l'équipe de surveillance à la SQ euh, qui va réagir, qui va regarder c'est quoi cette plainte-là. Mais ça peut être aussi euh, reçoit la plainte, mais ça peut être proactif ou actif. Donc, par exemple, actif, c'est quelqu'un qui va faire une plainte, mais ça peut être aussi l'équipe d'ASQ, la SPVM, là je mets SQ, ça peut être SPVM, SPVQ, peu importe, mais beaucoup la SQ vont faire beaucoup de vigie et de surveillance sur Internet. Donc, les autres aussi peuvent naturellement faire mener un dossier de vigie qui font vers une plainte. Puis, donc, on va naturellement devoir collecter la preuve. Comment qu'on va la collecter, la preuve, quand ça concerne du leurre d'enfants, par exemple, ou la pornographie infantile, ben, c'est sûr que il peut y avoir des techniques traditionnelles qu'on va mettre en place dans notre enquête, mais ça peut être aussi des techniques naturellement plus techno, comme par exemple, je sais qu'à la SQ, il y a des personnes, des enquêteurs qui vont euh, contacter les pédophiles là, qui vont entamer du clavardage avec un, un pédophile, puis la personne, l'enquêteur va euh, personnifier un jeune enfant, par exemple, sur un clavardage. Donc, naturellement, c'est des techniques qu'ils vont utiliser. Aussi, il va aussi, il y a toujours un enjeu de géolocalisation de la preuve. Imaginez, on a, on a un cas d'un pédophile
qui communique avec un jeune enfant. L'enfant est québécois, mais avec l'enquête, on voit, on sait que la personne avait, je ne sais pas moi, une adresse IP européenne, puis finalement, on était capable de géolocaliser en Allemagne. Donc là, on a une géolocalisation de la preuve. Donc on a un enjeu. Euh, donc, le suspect n'est pas québécois, il n'est pas chez nous. Donc, et l'inverse aussi, on peut euh, avoir un pédophile québécois qui communique avec un enfant sur un chat sur Internet, sur un réseau, peu importe, puis que l'enfant est en Europe. Donc, encore là, on a encore un problème, un enjeu de géolocalisation. Donc, on en reparlera tantôt ici, un petit peu tantôt, de la preuve lorsqu'on a un enjeu de géolocalisation de la preuve. Éléments typiques de ce genre d'enquête à l'heure d'enfant, possession, distribution, reproduction et production de pédophilie. Début des dossiers, déclaration de la victime et des témoins, programme de ça pourrait être une dénonciation, donc c'est pas juste une plainte, là, ça peut être c'est ça, une dénonciation. Agent d'infiltration, ça peut être oui, ça c'est j'ai bien fait de mettre exemple à côté. Euh, c'est un prof que j'avais qui était un agent je pense qu'il était à la GRC. Euh, il nous parlait qu'il y avait eu un cas célèbre à Lévis qui s'était passé, puis ça fait plusieurs années. Puis il allait porter son sac de poubelle là, à la rue et il mettait donc son sac proche du sac de poubelle du voisin. Et le sac du voisin avait probablement été brisé là, par un animal là, déchiré. Puis, il y avait des cassettes vidéo qui étaient sorties du sac, donc qui traînaient dans la rue à côté du sac. Donc, la personne regarde ça, puis tout de suite a appelé la police. C'était des cassettes de vidéo dans le temps, donc les cassettes VHS ou les cassettes bêta. Et c'était des films où, en tout cas, il y avait des vidéos de pédophilie. Donc, on appelle ça, donc, c'est une découverte par hasard. Aujourd'hui, des cassettes vidéo, il n'y en a plus. Mais en tout cas, c'était un bel exemple là, de découverte par hasard. Ça peut être aussi des revues. À l'époque, c'était des magazines. Tu recevais ça par la poste. Aujourd'hui, ben, Internet est là. Référence d'une force policière, référence par les médias. Bon, obtenir les documents, ça, on va les voir dans le cours de pratique de cyberenquête, là, les divers types de mandats. Donc, un mandat de perquisition, on va voir les ordonnances de communication. Et le fameux MLAT. Le MLAT, ça veut dire traité d'assistance judiciaire mutuelle. Donc, c'est ça on a besoin quand on a un enjeu de géolocalisation de la preuve. Donc, on a un pédophile qui est aux États-Unis, on a géolocalisé aux États-Unis, et l'enfant est québécois ou canadien. Donc là, dans ce temps-là, la SQ va communiquer avec les autorités policières aux États-Unis. Et donc là, c'est le fameux papier qu'ils ont besoin, c'est le MLAT qu'on appelle. Et vice-versa. Donc là, j'ai parlé que le pédophile est aux États-Unis, mais le pédophile peut être aussi au Québec, puis l'enfant aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, on a besoin d'un MLAT. Et ce qu'on nous a dit, là, je ne pourrais plus l'inviter, madame, je ne me souviens plus de son nom, Mélanie, était responsable de l'équipe qui s'occupe justement de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet au SPVM. Puis elle me disait que je l'avais invitée plusieurs fois comme conférencière dans mes cours. Puis elle disait que
naturellement, tous les cas dont les enfants sont des cas d'exploitation sexuelle là, sur Internet, ça va extrêmement rapide. Donc, le MLAT est signé, puis tout de suite, ça réagit. Ça va tout de suite, comme on dit, sur le dessus là, de la pile d'enquête, des dossiers d'enquête, avec peu importe le pays. Elle dit, on pense que quand ça arrive, par exemple, on envoie un MLAT à la police à Moscou, en Russie, ben, on pense que des fois, ça, ça peut être mis de côté. Non, elle dit, ça va être extrêmement rapide aussi. Donc, le MLAT, dès que ça concerne la sécurité d'un enfant, ça va extrêmement rapide. Donc, le MLAT, c'est ce qu'on va utiliser entre un traité d'assistance judiciaire mutuelle là, entre deux pays. Un autre exemple, menace de mort. Donc, la menace de mort, elle pourrait arriver par messagerie, par texto, par courriel, par téléphone. Donc, c'est sûr qu'on a de la preuve à aller collecter sur l'ordinateur. Donc, on a, par exemple, par courriel, mais le courriel, ça peut être Gmail, ça peut être Hotmail, ça peut être un courriel gratuit, temporaire, que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup sur Internet qu'on peut gratuitement envoyer un courriel et le courriel, après ça, on appelle ça des courriels 5 minutes. 5 minutes, tu reçois, la personne reçoit le courriel, mais après ça, il n'y a plus de trace de ce courriel-là, hein. Donc, les courriels temporaires. euh, Ensuite de ça, donc c'est ça. Donc, le courriel, euh, ça peut, comme je disais, ça peut provenir d'un service reconnu comme Gmail ou Hotmail, mais ça peut venir aussi plus compliqué. Donc, puis les adresses IP, ben, c'est bien compliqué aussi parce que souvent, la personne, le criminel va utiliser un VPN ou un proxy, donc on ne saura pas la vraie adresse IP. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne font pas attention à ça, donc vont envoyer une menace, puis ça va être facile de retracer l'adresse IP. Obtenir les documents, ben, là-dedans aussi, on a besoin d'ordonnances, de mandats, peut aussi avoir besoin d'un MLAT. Puis aussi, ce que j'ai mis, saisir toute la preuve informatique, analyse de celle-ci, vous perquisitionnez tout, vous analysez tout. Donc, quand la police, les enquêteurs rentrent dans une chambre d'un jeune, par exemple, qui est suspecté je sais pas moi, de faire partie d'un groupe cybercriminel quelconque, euh, quand ils vont entrer dans la chambre, avec leur mandat, naturellement, vont entrer dans la chambre, vont voir sur le bureau, il y a deux ordinateurs, il y a un disque dur externe, il y a 4 clés USB, il y a un console Xbox ou la télévision à côté de son bureau. Bref, si ça existe tout, ben, il faut analyser le tout. Donc, c'est pour ça, des fois, le public, par exemple, là, dans le cas de l'enquête avec ce qui est arrivé en 2019 Caisse des Jardins, là, euh, ça a pris du temps beaucoup avant de tout analyser parce qu'ils ont tellement saisi, ils ont peut-être saisi juste 3, 4 clés USB, mais des ordinateurs, des recherches aussi sur le réseau, sur les serveurs, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ça. Euh, euh, J'avais un prof à Polytechnique, c'est lui qui a fait la fameuse saisie, perquisition chez, euh, comment ça s'appelait la compagnie?
Vincent Lacroix, OK, le fraudeur, ben pas c'est ça, le fraudeur. Donc, eux autres qui avaient rentré dans la compagnie, dans sa compagnie, et sont rentrés dans le centre où le local où il y avait tous les serveurs. Ben, il dit, on a tout débranché, puis on a tout saisi. Donc, s'il y a 50 serveurs ou 150 serveurs, ben, il faut que tu analyses tout. Si tu as tout saisi, tu analyses tout, tout, tout. Donc, c'est extrêmement long. Donc, mais c'est ça. Donc, si dans ton document de ton mandat de perquisition, tu dis clé USB, disque dur externe ou ordinateur, ben, il faut que tu saisisses puis tu analyses tout. Donc, c'est très long. Quand je fais une analyse, là, une investigation d'un disque dur, c'est facilement entre 3 heures et 6 heures d'attente pour faire l'image disque. OK? Après ça, le deuxième outil que je prends pour l'analyse, c'est Autopsie. Et Autopsie, bon, ça prend peut-être 5-10 minutes là, pour créer ton cas, au tout début. Mais après ça, il faut que tu lances une injection qu'on appelle, ou moi j'appelle ça plus un indexage, c'est qu'il va scanner les millions de fichiers qu'on a sur un disque dur. Donc, cette étape-là peut prendre 10, 15, 20, 25 heures. OK? Donc, tu laisses marcher ton ordinateur, puis c'est ça qu'il fait. OK? Donc, c'est du temps machine. Donc là, calculez, là, on est rendu à peu près 30 heures. OK? Puis j'ai encore pas mis une seconde, une minute à mon analyse, à mon investigation. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Est-ce qu'il y a eu un fichier malveillant qui a infecté le poste? Est-ce qu'il y a eu une exfiltration de données? C'est l'analyse des événements Windows, des logs, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a eu un harcèlement? Est-ce qu'il y a eu une fraude? Je ne suis pas encore rendu là. Je fais juste attendre que mon ordi finisse par l'indexage, ou, etc. Donc, c'est extrêmement long. Donc, si j'ai une analyse de ce disque-là après ça, je peux prendre une journée, je peux prendre 2 jours, je peux prendre 5 jours. Si j'analyse un programme malveillant comme ça, Golish, j'ai mis peut-être 5 jours complets là-dessus. Puis j'aurais pu en mettre encore 5 jours. Donc, extrêmement long. Imaginez si j'ai 10 ordinateurs disons, dans ce dossier-là. J'avais, par exemple, 10 laptops, puis une clé USB, puis un disque externe. Combien de temps ça m'aurait pris, hein? Donc, vous calculez 30 heures multiplié par 10, plus l'investigation, le rapport, l'écriture des rapports, ça, c'est long. Donc, c'est ça qui est la beauté de ce domaine-là. Ça peut être très long, beaucoup de temps machine au tout début. Puis après ça, ben, c'est l'analyse, puis le temps que ça te prend. Puis en plus, ben, des fois, dans certains cas, faut que tu prends un temps de recul, pour dire. Tu sais, faut que tu dis, est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que mon raisonnement, est-ce que je suis correct? Tu sais, donc, dans ce que j'ai fait pour analyser, est-ce que j'ai tout analysé? Est-ce que j'ai pensé à tout? Donc, des fois, pour prendre ce recul-là, ce que je fais, c'est que je ferme cette enquête-là, puis je fais d'autres choses le reste de ma journée. Puis le lendemain matin, j'arrive, puis là, j'ai oublié ça. Donc, je suis peut-être après ça une journée ou deux, puis le dossier est fini. Voici ma preuve. Donc, c'est un domaine qui est passionnant. Mais c'est long. On va le voir dans les cours de pratique, là. C'est de pratique cyber-enquête, c'est bien plaisant, mais c'est très long. Puis il faut être sûr de son affaire, parce que il y a un conférencier qui m'avait fait beaucoup réfléchir à ça, il y a peut-être 2 ans.
Il disait, il avait enquêté sur un cas il accusait une personne, c'est aux États-Unis, donc un Américain qui avait été accusé d'avoir acheté du matériel euh, d'exploitation sexuelle des enfants, du CSAM qu'on appelle en anglais, Child Sexual Abuse Material. Puis, donc, il y avait eu donc une enquête, il y avait eu une transaction financière pour acheter du matériel euh, illégal. Puis, l'enquête avait mené jusqu'à une personne, un Américain, à quelque part aux États-Unis, je ne m'en souviens plus où. Puis, donc, il avait acheté avec une carte de crédit du matériel. Puis, donc là, cette personne-là fait de la prison. Je ne me souviens plus combien d'années. Puis, il sort de prison. Et là, il y a eu, c'est quoi donc? Je pense qu'il y a eu une deuxième enquête et finalement, hmm, la personne, je pense qu'elle n'avait pas fait tout son temps en prison parce qu'il y avait une deuxième enquête. Et finalement, la personne qui avait fait la prison, euh, c'était, oui, sa carte de crédit, mais lui, s'était fait voler son numéro de carte de crédit. Donc, il y avait eu de la fraude dans son, dans, dans, dans son dossier à lui. Euh, donc, c'est une autre personne ailleurs sur la planète qui avait acheté ce matériel-là, mais avec le numéro de carte de crédit qui avait volé de cette personne-là. Donc, la personne-là, qui avait été en premier accusée, ben, c'est pas lui qui l'avait fait. Il s'était fait voler sa carte, son numéro de carte. Donc, c'est d'autres personnes qui ont fait ça à son insu. Donc là, cette personne-là quand il est sorti de prison, c'est sûr que euh, il subissait beaucoup. Tout le monde dans la ville là, savait que cette personne-là avait été arrêtée pour acheter du matériel illégal. Puis, il y a eu un divorce dans son couple. Ses enfants ne voulaient plus parler à lui. Il a fait la prison, il est sorti de prison, il a fait une autre fois de la prison pour une autre chose. Puis finalement, c'est pas lui qui a acheté ce matériel-là. Donc, ça a détruit sa vie. Puis le conférencier, c'est la personne qui a analysé son ordinateur. Donc, il dit, moi, j'étais certain que suite à mon analyse, cette personne-là la personne qui avait acheté le matériel illégal était tel utilisateur, telle personne résidant à telle adresse dans telle ville aux États-Unis. Mais il dit, puis là, il se disait, ben finalement, j'ai peut-être pas, j'ai pas pris mon temps de recul. Tu sais, j'ai pas regardé où ce que. Puis je me suis pas posé la question, est-ce que je suis dans le bon chemin? Puis là, il dit, j'aurais dû prendre de temps parce que finalement, mon enquête a résulté que cette personne-là a eu une vie brisée, alors que parce que c'était pas lui qui avait acheté le matériel, c'est une autre personne. Donc, c'est d'autres criminels qui ont été arrêtés. Mais cette personne-là, pendant X années, elle a fait de la prison. Puis après ça, ben, il a subi plein d'autres impacts dans sa vie personnelle à cause de ça. Puis il dit, il dit, me suis pas excusée devant lui, là, je l'ai pas vu, mais j'aurais pu, tu sais, je veux dire, c'est moi qui a- qui sait pas, je veux dire, qui sait
qui n'a pas pris le temps de regarder si je suis dans le bon chemin pour la suite de mon analyse, alors que j'aurais pu peut-être passer plus d'heures dans l'analyse de log ou peu importe, je ne sais pas. Mais il dit, c'est un regret que je porte en moi jusqu'à la fin de mes jours. Mais donc, c'était quand même très, très intéressant. Puis souvent, moi, parce que ça me fait penser, il y a quelques années, j'étais à l'université, puis j'avais eu dans mon année beaucoup de dossiers d'enquête qui a amené que le gestionnaire a congédié l'employé, suite au rapport d'enquête que je remettais au RH. Puis, à un moment donné, mon directeur vient me voir dans mon bureau, puis il me dit, Nadia, il dit, je suis certaine que tu ne le sais pas, hein, mais cette année, hein, puis je me souviens, c'était l'été quand tu m'en avais parlé de ça. Il dit, jusqu'à la date, là, il y a, je pense, c'est 3, 4 personnes qui ont perdu leur job parce que tu as été capable de prouver qu'eux autres ne faisaient pas le job. Donc, il dit, puis là, il a vu tout de suite que, tu sais, je dis, ah, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Et il dit, sois pas déçu de ça, sois pas gêné de ça. Toi, tu fais ta job. Mais lui puis elle, ils ne font pas leur job, ils ne font pas leur travail comme il faut, ou ont agi, ont contrevenu à la politique de l'université, ou bref, je ne me souviens pas cette année-là, les dossiers que j'avais faits, mais il dit, toi, tu as bien fait ta job, tu as été capable de prouver, de collecter tes preuves, puis tu été capable de prouver les infractions qu'ils ont fait, ou peu importe, là. Donc, tu sais, des fois, tu te dis, ben, ouf, tu sais, il y a des personnes qui perdent le job à cause de mon travail, à cause de mon rapport. Mais finalement, tu sais, c'est ça. Donc, puis des fois, ben, tu te dis, c'est ça, des fois, je suis dans une analyse, dans une enquête, puis c'est très, très spécial, mais déjà arrivé dans l'année passée. Puis justement, il faut que tu recules un petit peu pour poser les questions, tu sais, est-ce que je suis dans le bon chemin? Je suis dans la bonne pour, euh, pour, euh, pour finalement trouver cette preuve-là, puis prouver que la personne a fait telle action. Euh, ouais, c'est pas évident. Tu sais. Puis des fois, ben, je me dis, ah, des fois, j'envoie mon rapport au service juridique, puis là, je me dis, ouf, lui, il va perdre sa job demain matin. Donc, il n'y a pas de peine, tu sais, je veux dire, j'ai pas à être négative là-dessus. Regarde, il n'a pas fait attention ou il a fait ces activités-là qui contrevient aux bonnes pratiques ou qui contrevient à la politique puis aux directives. Regarde, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Puis quand c'est des cas de fraude ou vol, d'harcèlement, à un moment donné, dans le cours de pratique de cyberenquête, il y a 2 jeudis techno, que je vais vous parler d'anecdotes d'enquête. Donc, c'est quoi le contexte, c'est quoi les outils que j'ai utilisés, les techniques, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat. Naturellement, je ne rentre pas dans les informations, je nommerai pas personne, rien, mais c'est un bon partage que je fais avec les étudiants. Donc, des fois, il y a des dossiers là, en tout cas, il y a des dossiers que jamais j'oublierai. Jamais, jamais, jamais. Ça m'a marqué jusqu'à la fin de ma vie. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. On va prendre 10 minutes de pause jusqu'à 19h40.
puis on continue.
Continue. Donc, un autre exemple d'enquête. Piratage informatique. Donc, encore là, le piratage informatique, bon, euh, ça va souvent venir par un autre corps policier ailleurs en Amérique du Nord ou en Europe, mais ça peut venir aussi naturellement d'ici, du Québec. Donc encore là, ça peut être de la vigie, la surveillance ou une plainte. Qu'est-ce qu'on a à aller collecter? Ben, c'est l'adresse IP, euh, le timestamp, là, quand est-ce que ça s'est produit, là, l'attaque, le, le jour, l'année, le mois, euh, connaissances techniques avancées requises pour certaines attaques. C'est sûr que cette enquête sur un cas de piratage informatique, de déni de service, c'est peut-être des connaissances techniques dans le domaine. Puis après ça, ben, oui, c'est sûr qu'on a à obtenir les documents nécessaires, mais le fameux MLAT peut être très nécessaire souvent parce que ça peut être de l'étranger, là, l'attaque qu'il y a eu. Euh, Puis aussi, comme je disais tantôt, si par exemple la police, l'enquête nous mène à aller perquisitionner dans une maison, dans un appartement, c'est sûr qu'on va saisir, comme je disais tantôt, s'il y a 2 laptops sur la table, ben, il faut, euh, donc on devrait saisir les 2 ordinateurs, puis on va analyser. Peut-être qu'il y en a un qui n'a aucune preuve, puis l'autre, la preuve est sur l'ordi. Euh, Puis aussi, ce que je disais, j'avais eu le premier cas. C'était une première enquête qui avait eu lieu ici au Québec par la SQ, un cas euh, de groupe qui faisait, par exemple, ce qu'on appelle les botnets, là, les ordinateurs qui sont par millions d'ordinateurs qui sont compromis, qui sont contrôlés par un, un- un hacker, un groupe de hackers, peu importe, et qui font, entre autres, beaucoup d'attaques de déni de service sur Internet, mais c'est des millions et des millions d'ordinateurs. Puis un des premiers cas ici au Québec, euh, il y avait, je pense, plus de 5 millions d'ordinateurs dans leur réseau botnet. Puis je pense qu'il y avait 3 jeunes, euh, un ou deux de Québec, il y en avait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans ma ville, à Jonquière, puis à Chicoutimi. Il y en avait un, je pense, à Montréal. En tout cas, je pense qu'il était 5 ou 6 au Québec qui avaient été arrêtés. Puis c'est la SQ qui avait enquêté là-dessus. Puis l'enquêteur, c'est un prof de Polytechnique aussi, puis je l'avais eu aussi à Polytechnique. Puis je l'ai vu aussi plus tard en conférence, ça, je ne me souviens plus, je pense que c'était au Hackfest. Puis il expliquait toute l'enquête qu'il y avait eu. Puis comme je disais tantôt, c'est des enquêtes de longue haleine, c'est des analyses de plusieurs appareils informatiques qu'il faut que tu fasses. C'est très, très, très long. Mais c'était très intéressant comme enquête, mais quand même particulier que un des plus gros réseaux de botnets au monde était géré et contrôlé par 5 jeunes Québécois. Euh, euh, Crime économique. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est seulement lors de l'analyse des données que nous voyons, OK, ouais, la particularité d'un crime économique. C'est sûr que euh, c'est quoi l'analyse des données qu'on aura à faire euh, dans un cas de fraude ou justement de crime économique? Ben, tu sais, je veux dire, tu sais, des fois,
quand c'est un cas d'harcèlement, ben, tu vas regarder les courriels, tu vas analyser les courriels, tu vas analyser peut-être les SMS ou les textos que la personne a envoyés. Donc, tu sais, c'est plus facile, entre guillemets, d'enquêter un poste informatique quand c'est des cas d'harcèlement. Mais quand c'est du crime économique, c'est pas évident parce que c'est des bases de données, beaucoup de types de documents, mais tu as tout le besoin hein, d'experts juricomptables, moi, des experts en comptabilité, parce que moi, j'analyse, je fais l'analyse forensique d'un poste, mais est-ce que je suis apte à- à investiguer, à analyser des données financières, comptabilité? Non, je ne suis pas expert en comptabilité, loin de là. Donc, ça prend des experts dans ce domaine-là aussi là, moi, je vais par exemple extraire tous les documents Excel ou bases de données que je vais, que je vais voir sur le disque dur. Mais c'est pas moi qui va analyser la... Il va avoir besoin d'un expert en la matière pour ça. Témoignage à la cour sur l'identification des preuves et non pas de leur interprétation sera faite par un expert en comptabilité. À la cour, on témoigne sur les faits, sauf s'il y a un témoin expert qui peut émettre ses opinions. C'est ça. Donc, je peux être mandaté, oui, pour témoigner comme un expert qui appelle témoin expert pour ce que j'aurais fait comme enquête, comme investigation sur un ordinateur. Mais s'il faut témoigner, ce qu'on va appeler à la cour pour témoigner, par exemple, d'un cas de crime économique, ben, on va sûrement faire affaire avec un expert en comptabilité pour présenter la preuve. Ici, un exemple d'une ordonnance de préservation de données informatiques. Comme je disais tantôt, dans les cours de pratique de cyberenquête, je vais vous montrer différents types de mandats. Puis c'est quoi la différence entre un mandat et un autre. Puis ici, c'est un exemple d'une ordonnance de préservation de preuves. Mais quand j'étais à Polytechnique, le prof nous avait présenté ça, ce mandat-là. Donc là, je ne sais pas, il a peut-être évolué avec le temps, mais il fallait tout remplir. Puis on avait eu aussi un projet de cyberenquête. On avait justement des rapports d'ordonnance de communication, puis des mandats à remplir pour nos examens. Donc ça, c'est une dénonciation en vue d'obtenir une ordonnance de préservation de données informatiques. Donc, intéressant. Des contraintes, ouais, des contraintes, ben, on a beaucoup de contraintes. C'est sûr que là, c'est plus, par exemple, je donne pour les services de police, euh, on a des contraintes budgétaires, on a des contraintes légales aussi sur la collecte de la preuve. On a aussi côté tout ce qui est budgétaire, donc les ressources matérielles, ressources financières, diverses ressources pour l'enquêteur. Donc, pour l'équipe d'enquête là, qui s'occupe d'un dossier, par exemple, il y a peut-être du transport à faire, l'hébergement, ça a des coûts. Peut-être aussi de la formation à aller acquérir des nouvelles connaissances sur un logiciel quelconque, sur une technologie. Donc, c'est ça. Donc, ça coûte cher, tout ça. Donc, on a des restrictions, des contraintes budgétaires.
On a aussi peut-être tous les cas d'écoute électronique. Donc, ça, c'est des contraintes légales. Il faut aller chercher le mandat pour faire l'écoute électronique. On a aussi les fameuses ententes entre pays. Tantôt, je parlais de MLAT. Puis, on a aussi des différences, des différentes culturelles, de langue. Système de justice au Canada, c'est pas pareil que le système de justice dans un autre pays en Europe ou en Afrique ou en Asie. Donc, des lois aussi, les protocoles. Donc, c'est deux mondes, là. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est des grosses contraintes. Ressources humaines, nombre, expérience, expertise, partenaire. Donc, tu sais, le nombre d'enquêteurs ou de cyber-enquêteurs au Québec n'est pas gros. Puis le nombre de criminels, de cybercriminels au Québec, il y en a plus. Donc, euh, c'est des contraintes. Expérience, ben, et expertise, ça prend du temps avant d'être un expert hein, dans ce domaine-là. Ça prend du temps à prendre l'expérience. Puis partenaire, parce que ce soit dans les autorités policières, ils ont besoin de collaboration avec d'autres autorités policières ou des services de renseignement, etc. Puis même en entreprise, je veux dire, je peux pas, c'est très rare les cas d'investigation que je fais puis que j'ai pas à parler à personne d'autre, hein. Donc, il y a sûrement quelqu'un que je vais contacter pour dire, ben, tu peux-tu aller extraire les logs de tel serveur, j'en ai besoin. Donc, c'est une collaboration, on en a besoin tout le temps. Et autres contraintes, ben, je parlais de MLAT, donc géolocalisation des enquêtes. Ça, c'est sûr et certain. Déplacement des enquêteurs, le délai. Je parlais tantôt que ça peut me prendre une semaine faire une investigation sur un poste infecté, plus le temps que ça prend pour faire mon rapport d'investigation. Donc, c'est sûr que c'est long. Puis des fois, j'ai des cas, les services juridiques me disent tu peux-tu nous aider pour telle telle enquête? Oui, je vais vous aider. Puis là, c'est quoi mon délai? Ben, dans pas grand temps. OK, donc je fais ça tout de suite. Donc, des fois, le délai est très court, mais c'est pas évident. Puis des fois, tu leur dis, ben, c'est parce que ça prendra pas juste une heure à faire ça. Ça peut peut-être me prendre 2, 3 heures. OK. Documentation extrêmement importante tout au long de notre cyber-enquête. Il faut documenter qu'est-ce qu'on fait. Les fameux 5 WH, ça, je vais vous en reparler quand même assez souvent. Les 5 WH, vous voyez là, c'est when, what, who, where, why et le how. Donc, c'est quoi qui s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? C'est qui la victime? C'est qui le suspect? Où ça s'est passé? Pourquoi et comment? Donc, faut être capable de répondre à ces questions-là, puis documenter. Niveau d'importance de l'enquête et les répercussions, côté 3QCOP, peux-tu me dire qu'est-ce que tu dis? Peux-tu prendre ton micro? C'est la même chose qu'en anglais, dans le fond, c'est qui, quoi, quand, comment, Ah, où. OK, oui. OK, oui, c'est vrai. Qui, quoi, ouais. Moi, je suis plus habituée ouais, avec 5 WH, là, mais c'est très bien aussi comme ça. Ouais. Quand on va voir c'est le processus d'investigation numérique du NIST qu'on va voir, puis aussi le SANS. Puis le SANS aussi utilise les 5 W, mais moi, je rajoute tout le temps le 5 WH parce que le how est important aussi.
Niveau d'importance. Donc, on a des crimes contre la personne, des crimes violents, des crimes économiques. Donc, si on regarde le crime contre la personne, ce qui rentre là-dedans, c'est la pédophilie, le leurre d'enfant, l'intimidation, individu qui incite une autre personne à passer à l'acte, les menaces, extorsion, harcèlement, agression, etc. Si on prend les crimes violents, on pense par exemple au terrorisme, propagande haineuse, collectivité et groupes visés, aux crimes économiques, fraude, piratage, vol d'identité, espionnage industriel. Donc, ça a certains niveaux. Puis, je vais revenir ici tantôt. Les répercussions, donc, sont différentes selon notre niveau de criminalité. Donc, les répercussions, victimes, la famille, les personnes de l'entourage, on peut avoir du suicide, on peut avoir une perte de confiance, on peut avoir aussi perte d'emploi, divorce. Tantôt, je parlais du monsieur là, qui avait été faussement accusé d'avoir acheté du matériel pornographique, pédophilique, pédophile, ouais, de pédophilie, voyons. Et ça a eu des gros impacts dans sa vie, là, alors qu'il n'a même pas fait en plus ce crime-là. Système judiciaire, corps de police, pas au même niveau. Côté cyber-enquêteur, ben, les conséquences sur l'enquêteur, des grosses décisions aussi à faire, budget, ressources financières, etc. Donc, on a diverses répercussions selon ce qui arrive comme crime. Ici, j'ai fait une capture d'écran, évolution du taux global de la criminalité au Québec. Donc, ici, donc de 2014 à 2023, bon, on va regarder le bleu pâle là, que vous avez ici, la deuxième ligne, c'est les infractions contre la propriété. Le gris pâle, c'est les infractions contre la personne, donc ça monte. Le noir, autre infraction au code criminel, ça c'est stable. Puis globalement, la criminalité a eu une petite baisse en 2020. Pourquoi? La pandémie, hein, tout le monde était chez soi, puis il n'y avait personne dans les rues. Donc, la criminalité a baissé. Puis là, ben, on est en train de 2023, on est égal à ce qu'on était en 2015. Donc, ça remonte. Puis, je vous ai mis sur les fichiers, dans les fichiers plutôt, les documents du gouvernement là, sur la criminalité au Québec. Puis ça, ben, c'est le dernier que ça, j'ai pas mis des heures pour rechercher, mais euh, cette version-là, la 2022, c'est le dernier rapport que j'ai vu. Puis je vous ai mis dans les fichiers aussi le résumé du 2023 qui s'apprête à sortir. Donc, je ne l'ai pas trouvé, le 2023, et encore moins le 2024. C'est sûr que ces rapports-là, ça prend du temps à faire. Donc, si on regarde dans toutes les infractions liées à la fraude, ce qui nous intéresse le plus, donc 2013, 2021, 2022, si on regarde fraude, par exemple, les cartes, on a, donc ça a passé de 30 à 68 en 2022. Fraude par ordinateur de 10 à 32 Fraude, les chèques, les faux chèques, 22 à 27 Fraude, fausse réclamation au gouvernement, 0,3 à 5,9. Obtention frauduleuse de transport, fraude guichet automatique, 9,8. Hein, ça a baissé. C'est moi qui rêve. Ben oui, 9,8 à 2,2. Ensuite de ça, obtention frauduleuse de gîte ou de nourriture, fraude de changement d'étiquette, fraude valeur mobilière, instruments financiers, ça presque, ouais, ça a monté un petit peu.
Fraude télémarketing, ça a monté. Clonage de cartes de service, ça a baissé. Fraude, fausse réclamation aux assurances, ça a baissé. Mais en général, au total, on a total des fraudes de 190 à 421 %. Donc, beaucoup plus de criminalité. On l'a vu avec la courbe tantôt. Donc, ça, c'est le rapport de tendance 2022, criminalité au Québec, du gouvernement. Puis, je vous ai mis aussi donc, la diffusion avancée qui appelle pour le rapport de 2023. Donc, on va regarder ça en plus gros. Qu'est-ce qu'il y avait dans le résumé? Donc, il y avait les crimes du nombre de taux de principale catégorie d'infraction. OK. Agression sexuelle, là, on a-tu les chiffres de 2022 sont présentés, puis 23. Ça, c'est les taux. Donc, toutes les infractions d'ordre sexuel, 52 à 50. Enlèvement, traite et séquestration, vol qualifié, extorsion, harcèlement criminel, menace. Menace, ça a monté. Pas mal tout monté. Ouais. On va aller voir le résultat en bas. Ah, ça a baissé un petit peu. Code criminel, sauf infraction relative à la conduite de véhicule. 3383, puis ça a baissé à 3580. Ah. Donc, ça, c'était le sommaire, comment on appelle ça, les principales tendances de diffusion avancées. Je n'ai pas trouvé le document de 23. OK, ça, on l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin, en tout cas côté cyber-enquêteur ou côté enquête là, pour réussir une enquête? Donc, ressources humaines reliées à l'enquête. Profit de l'enquêteur. Ben, qu'on soit dans le domaine là, des enquêtes criminelles ou comme moi, des cyber-enquêteurs dans une entreprise, le profil de l'enquêteur expérience. Donc, c'est sûr que l'expérience, ben, ça prend du temps à acquérir de l'expérience, expertise dans divers domaines, donc médecine légale, biochimie, explosifs, incendie, mais aussi enquête informatique, connaissance, motivation, dévouement à la cause, passion, feu sacré, acharnement. Ça, c'était des mots que je me souviens que Jacques, je vous avais mis son livre ici, j'ai oublié de vous le dire. Effectuer une enquête criminelle, ceux qui sont dans le domaine des enquêtes, c'est un excellent livre. Monsieur Jacques Boilard, c'est l'auteur du livre. Ça, c'est le noir ici, c'est l'édition plus récente. L'auteur du livre, c'est lui qui était qui a créé la structure du cours de cyber-enquête il y a quelques années, 2015 à peu près, qu'il avait fait la structure. Donc, c'est lui que j'ai rencontré en 2016 pour m'aider dans le développement de la matière. Puis ces mots-là, je me souviens, motivation, dévouement à la cause, passion, feu sacré, acharnement, ça vient de lui. Était très, très sympathique, le monsieur. Il était à la retraite. Puis il était aussi prof à technique policière à Garneau. Partenaire, équipe de professionnels, les experts, les supérieurs, ben, croyance à la réussite, chef de file, leadership, communication, capable d'aller chercher du budget et de prendre des décisions politiques. Bon. Mais tu sais, si je remets ça dans ce que je vis, dans mon cas, mon supérieur, c'est mon gestionnaire, puis je pense qu'il n'y a pas un gestionnaire qui est plus, je dirais, communicateur et c'est un chef de file, il va te chercher
Il est toujours en train de me dire, as-tu tout ce qu'il faut pour que tu sois heureuse au travail? Donc, ça, c'est un bon gestionnaire. Donc, ça prend ça. On est en tout cas, moi, je suis dans un domaine qui c'est pas évident. Je veux dire, je suis toujours, presque toujours dans ma bulle, d'investigateur, de cyber-enquêteur. Je vois des choses que, c'est sûr, il faut être très curieuse, mais il faut aussi être très discrète. Je fais partie d'une équipe de réponse aux incidents, donc moi, ce que je fais, les cas que je vais investiguer, je leur en parle pas. Je vais leur en parler, sinon que tu sais, je veux leur présenter c'est quoi qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, le comportement, par exemple, de l'utilisateur, le mauvais comportement ou des recommandations à faire. Oui, je vais leur parler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur le poste informatique, mais je ne rentre pas trop en détail parce que j'ai quand même une limite, là, je peux dire qu'est-ce que je peux pas dire. Mais tu sais, donc, mon gestionnaire, il m'appuie beaucoup, un très bon support, puis ça, ben, on en a besoin. Euh, Analyser un poste informatique qui est infecté d'un parent malveillant. Bon, s'il n'y a pas eu d'exfiltration, je dis toujours, bon, s'il n'y a pas eu d'exfiltration, tant mieux, mais c'est plaisant à analyser, par exemple. OK? Je vais vous en reparler dans d'autres cours, là. C'est super intéressant d'investiguer un poste qui a été infecté d'un programme malveillant. Mais des fois, c'est pas. Ça peut être, je sais pas moi, des cas de fraude ou d'harcèlement, de menaces. C'est pas toujours le fun. Donc, des fois, puis des fois aussi, j'ai plusieurs dossiers qui rentrent dans la même journée. Donc, c'est priorité. Faut être capable de prioriser les dossiers. Puis aussi, être capable, le soir, il faut que j'évacue un petit peu, là. Des fois, c'est pas évident. Mais c'est passionnant. Profil de l'enquêteur, ça vient du site web de la SPVM. L'enquêteur entreprend toutes les démarches nécessaires pour élucider un crime avec un plaignant et initie des enquêtes pour contrer des crimes sans plaignant. Selon le type de crime, l'enquêteur participe à l'élaboration de la stratégie d'enquête, recueille les informations pertinentes qui lui permettent de bâtir la preuve, faire des recherches et dirige le dossier lors des différentes étapes judiciaires, encadre et informe les victimes, témoins et autres intervenants, tente d'anticiper toute activité criminelle pouvant perturber la sécurité publique, etc. L'enquêteur au crime technologique, quant à lui, fournit un soutien en tant qu'expert en matière de technologie informatique et s'associe à toute enquête qui requiert une expertise technique poussée au niveau de la récupération, de l'analyse et de la présentation de la preuve de nature virtuelle. Il soutient les enquêteurs du service dans la résolution de tels crimes et ce, aux différentes étapes de l'enquête. Donc, je dis souvent que le cyber-enquêteur, c'est le support informatique aux enquêtes. Okay? L'enquêteur ne commencera pas à analyser un poste informatique. Il a besoin de quelqu'un qui se spécialise dans le domaine de la cyber-enquête ou de l'analyse d'un poste, d'un ordinateur, d'un appareil informatique, peu importe. Donc, on est là pour l'analyse, puis de présenter la preuve, puis aussi oui, de la présenter, mais de dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour
pour affirmer, par exemple, que oui, la personne a bel et bien harcelé ou menacé ou volé des données. Hein. Donc, il faut que tu sois capable d'appuyer ta, ton enquête, hein, ce que tu as fait. Il faut que tu sois capable d'appuyer ce que tu as fait, tes actions que tu as faites. Donc, c'est ça. Selon le type de crime, des techniques et des expertises de travail propres à leur domaine d'enquête sont requises. Les enquêteurs se trouvent à différentes sections et unités du service. Donc, vous voyez ici, affaires internes, crime économique, crime majeur, crime organisé, crime techno, enquête, enquête multidisciplinaire, identification judiciaire, etc. Jacques m'avait dit, pour identifier les facteurs de réussite, il m'avait dit tout ce qu'on vient de parler, donc toutes les diapos qu'on vient de voir, on garde ce qui est positif, puis on enlève le négatif. Donc, si on n'a pas de contraintes, on n'a pas de problème, on a tout ce qu'il faut, les ressources sont à leur plus haut niveau. Si on met ensemble tous ces éléments, cela va créer la réussite d'une enquête. La synergie va dans la même direction. Ouais, mais des contraintes, on a tout le temps des challenges, des défis. On a toujours. euh, euh, moi, quand je commence une investigation, je ne sais jamais comment elle va finir. C'est toujours un challenge, c'est toujours un défi. Et des fois, il y en a des faciles, puis il y en a des fois qui sont très difficiles. Puis c'est ça. Donc, les contraintes, on en aura tout le temps. Des obstacles. Par exemple, je ne sais pas moi, l'utilisateur a utilisé un outil pour cacher un fichier, pour cacher une donnée, chiffrement ou peu importe. Là. Donc, souvent, on va avoir des obstacles qui vont retarder l'investigation, mais on trouvera toujours un moyen pour affronter ça. Mais c'est ça. Donc, c'est toujours un beau challenge. C'est ça. Donc, c'est pas, des fois, c'est pas évident. Puis, c'est ça. Euh, Puis, souvent, ce que je dis à des collègues qui commencent en cybersécurité, puis souvent, ils me disent tous ah, j'aimerais ça faire ta job, j'aimerais ça être cyber-enquêteur. Puis je reviens souvent à ces mots-là. Je riais tantôt quand je vous disais que Jacques Boilard je me souviens de ces mots-là. Mais c'est tellement vrai, là, euh, en cyber-enquête, en tout cas en forensique. euh, Tu dois avoir des connaissances multiples, donc des connaissances informatiques, des connaissances en système d'exploitation Windows, Linux aussi, parce que ça peut arriver, tu peux investiguer et analyser un poste informatique Linux. Euh, les différentes technologies, les systèmes de fichiers, en plus de connaître naturellement comment fonctionne ton outil, ça c'est correct, mais je veux dire, ce que tu vas avoir analysé, c'est peut-être un serveur, un vieux serveur Windows, ça peut être un serveur Linux, ça peut être... donc, pour ça que les connaissances sont très, très importantes en multi, euh, multi dans plusieurs domaines. Il
faut que tu sois motivé. Je parlais de challenge tantôt. C'est toujours, en tout cas, moi, je suis toujours très intéressée à embarquer dans ce défi-là. Être passionné, acharné, curieux, puis être capable, comme je disais tantôt, de prendre 2 pas de recul pour mieux avancer. Donc, tout ça, ça prend ça. Donc, c'est pas juste capable d'utiliser des outils de forensique, puis un outil, ça s'apprend, hein. Un logiciel, ça s'apprend. Mais il faut aussi, à la base, avoir tous ces éléments-là aussi en soi. En réseau, oui, beaucoup, oui. Base de données, ben, ça peut arriver. Ça peut arriver que peut avoir une base SQL là, sur le poste, là, mais je ne me souviens pas quand est-ce que puis, tu peux pas être bon dans tout non plus. Donc, si je suis face à quelque chose, une technologie que je ne connais pas, je vais aller chercher de l'aide. En infra, oui, ben, tu sais, l'infrastructure, c'est ça. C'est pas évident, l'infrastructure. Chez Industriel Alliance, je ne vous cache pas, on n'est pas juste un bureau au 1080 à Québec. On a des bureaux un petit peu partout, des filiales partout au Canada, aux États-Unis. Des moyennes infrastructures. Donc, si j'investigue un système, un serveur de fichiers ou peu importe, un serveur de courriel, ben, c'est sûr que je vais avoir besoin d'aide je vais sûrement rencontrer l'architecte qui a bâti ou conçu ce système-là ou cette infra-là pour en savoir plus. Il ne faut pas penser qu'on sait tout, puis il faut être capable de collaborer, puis justement d'avoir un bon cercle d'intervenants. Avec moi, ça pourrait. Ouais, c'est un avantage, mais ça ne veut pas dire, comme je disais tantôt, que tu peux être excellent en forensique. Ça te prend tout ça aussi. Donc, c'est ça, les quelle heure? 8h20. Je pense qu'on va prendre 10 minutes de pause. Puis, je vais commencer un petit peu le cours de la semaine prochaine. Mon PDF il est prêt. Puis jeudi, ben, on fera le tour des outils en ligne là, pour faire, entre autres, pas la première partie du devoir, mais la deuxième section. Là, on regardera ça ensemble, quelques outils. Puis c'est sûr qu'on va en avoir beaucoup dans le cours de pratique de cyberenquête, quand on va parler d'Open Source Intelligence. On a un bon 6 heures là-dessus, sinon plus. Mais pour faire le devoir, vous n'avez pas besoin d'un 6 heures de cours d'Open Source Intelligence. Donc, on prendra peut-être une heure ou deux là, pour regarder ça. On va prendre on revient à 8h30, puis on commencer tranquillement le cours de la semaine prochaine. À tantôt.